Déjà, quand on parle d'analyse de cycle de vie, c'est l'analyse vis-à-vis de critères du cycle de vie de quelque chose. Et on, on le sent bien, ces critères, en fait, on va se focaliser sur une dimension environnementale. Ça ne veut pas dire que les autres sujets sociaux et économiques sont pas importants, mais on va parler ici d'une dimension purement environnementale, donc l'analyse environnementale du cycle de vie. Et puis, on parle de cycle de vie d'un produit, d'un service ou d'un territoire. En fait, il va bien falloir s'attacher à décrire de quoi on parle. Et bien évidemment, une étude qui concerne un produit ne peut pas être utilisée pour évaluer un territoire, et vice-versa. Une évaluation territoriale ne peut pas être utilisée pour un produit. Alors, cette présentation, en fait, elle cherche à répondre à trois questions un peu génériques. C'est pourquoi la CV? Pourquoi on a besoin de la CV? Quels sont les principes derrière la CV? Et puis, quelle est la mécanique pour la mettre en œuvre? Comment ça se passe? Un petit peu de contexte, bon, je passe rapidement, mais vous savez qu'on a un développement exponentiel de nos activités. Je vous ai mis ici une courbe de l'évolution de la population mondiale depuis 10 000 ans et on voit que concrètement tout change dans les dernières années. Puis je vous ai mis aussi un graphe que je trouve intéressant, c'est British Petroleum dans les années 50, donc ça remonte, hein, mais qui souligne qu'on a une consommation exponentielle de nos ressources et donc que ça va commencer à potentiellement poser des problèmes dès les années 50. Et donc voilà, on a une activité qui explose. Et malheureusement, le fait d'avoir une activité exponentielle de, pour les activités humaines, pardon, ça a des conséquences environnementales. Schématiquement, en fait, on est en train de détruire les sols, on est en train de détruire l'eau et on est en train de détruire l'air. Et le fait de faire une altération de l'environnement par nos activités a des conséquences. Déjà, ça a des conséquences, c'est une valeur intrinsèque. C'est une valeur, bon, la nature a le droit d'exister, donc le fait de faire une atteinte à l'environnement en soi, c'est un problème, une valeur intrinsèque. Puis il y a une valeur d'usage. On parle de services écosystémiques, de ce que nous apporte la nature pour nous, pour l'homme. En fait, derrière, le fait de détruire la planète, eh bien, c'est une atteinte à l'économie. Et puis, il y a une valeur pour la santé humaine. En fait, le fait de détruire notre environnement, c'est aussi nous tuer nous-mêmes. Et on ne compte plus les millions de morts qu'il y a chaque année dues à une altération de l'environnement. Donc, en fait, derrière tout ça, on voit bien qu'il y a une nécessité d'agir pour préserver ces valeurs, qu'elles soient intrinsèques, utilitaires ou pour tout simplement notre vie. Et si on veut agir, il faut bien identifier ce qui est grave et ce qui pose problème. Et puis pour quel bénéfice des actions, en fait. Et pour identifier là où sont les problèmes, leur ampleur et les forces de levier, en fait, on a besoin de quantifier, de mesurer les impacts sur l'environnement. Donc j'insiste sur cette notion quantitative, on n'est pas sur des critères qualitatifs, mais on est bien sur quantifier pour comparer et agir. Et quantifier pour décider sans regret. Et pour ça, on a nécessité de modéliser les conséquences des activités humaines sur l'environnement. D'un côté, j'ai tout ce que je fais comme activité, de l'autre, j'ai l'environnement. Donc derrière, il faut décrire ces activités humaines pour identifier ce qui pose problème, donc décrire toutes les étapes qui sont mises en œuvre. Il faut décrire ensuite les échanges entre ces activités humaines et l'environnement, quels sont les flux de polluants émis, quelles sont les consommations de ressources qui ont lieu. Et puis au niveau de l'environnement, il faut décrire les mécanismes environnementaux. Une fois que j'ai un polluant qui arrive dans l'environnement, qu'est-ce qui devient, quels sont les organismes exposés, etc., etc. Quelles sont les atteintes atmosphériques au niveau des sols et au niveau de l'eau, et puis in fine aux écosystèmes et à l'homme. Et derrière, il faut modéliser les voies d'impact pour arriver à représenter tout ça. Donc tout ce travail de modélisation, toute cette démarche de décrire le système et de voir les conséquences sur l'environnement, c'est ce qu'on appelle une démarche ACV, une démarche d'analyse de cycle de vie. L'analyse du cycle de vie, c'est la méthodologie de référence pour quantifier les impacts sur l'environnement des biens et services. Quand je dis que c'est la méthodologie de référence, c'est pas une méthode faite par trois scientifiques qui travaillent dans un coin, mais c'est une méthode qui a plusieurs décennies, qui est construite par un corpus de recherche au niveau international, supporté au niveau des Nations Unies et de l'Union européenne, par exemple, et puis avec des normes ISO qui cadrent la façon de mettre en œuvre pour pouvoir l'appliquer. Donc derrière, on a tout un corpus d'activités, que ce soit de recherche, d'accompagnement des entreprises ou même dans les entreprises de, de personnes dédiées à cela. Donc c'est vraiment tout un corpus qui permet d'identifier les impacts sur l'environnement des biens et des services à tout niveau. Il y a trois grands piliers derrière la CV, c'est vraiment les trois fondements qui créent la méthode et qui sont la base de la méthode et qui en assurent sa pertinence. La première, c'est assez évident, l'analyse du cycle de vie, c'est une approche cycle de vie.
Ça veut dire qu'on s'attache à faire le système complet, ne pas juste zoomer sur le premier plan, le sujet emblématique ou ce qu'on a directement sous les yeux, mais voir tout le problème dans son ensemble, après une approche exhaustive en prenant toutes les étapes en jeu, de l'extraction des matières premières, les transports, les fabrications, les usages, la fin de vie et le recyclage, voilà, de chercher à balayer toutes les étapes pour avoir une vision globale. Cette vision exhaustive, elle est sur toutes les étapes, mais elle est aussi sur les critères environnementaux. On a tous conscience de l'enjeu climatique aujourd'hui, mais il y a malheureusement beaucoup d'autres enjeux. Et la CV, c'est une approche multicritère des impacts environnementaux. On va chercher non pas à regarder qu'un seul enjeu environnemental, mais balayer la diversité, la pluralité des enjeux environnementaux pour, là encore, avoir une vision exhaustive. Et puis le troisième pilier, qui fait la base de la CV, c'est ce qu'on appelle une approche fonctionnelle. En fait, ce cycle de vie et ces critères, on va les ramener à une fonction, à un service rendu. Et on se doute bien, par exemple, dans ce que j'ai illustré ici, c'est que l'impact de manger un plat emporté devant son ordinateur ou l'impact d'avoir un repas convivial avec des collègues, on n'attend pas du tout la même fonction de ce moment de restauration. Et on va, à travers cela, chercher à comparer ce qui est comparable. Donc on s'attache à la fois à décrire le cycle de vie, à faire une évaluation multicritère et ramener tout cela à des fonctions pour comparer ce qui est comparable. Donc la démarche ACV que je vous ai rapidement balayée, en fait, derrière, c'est quoi? C'est à gauche, décrire l'inventaire. Quand on parle de décrire l'inventaire, c'est quand on fait une ACV, quand quelqu'un en pratique fait une ACV, il décrit un inventaire, il décrit toutes les étapes qu'il faut mettre en œuvre pour arriver au produit et le service associé que l'on veut. On cherche l'exhaustivité, entre guillemets, puisque bien évidemment l'exhaustivité va être contrainte par le temps et l'argent, mais il faut chercher l'exhaustivité et justifier quand elle n'est pas atteinte. Ça va être conditionné par la disponibilité des données. On va bien s'attacher à définir les paramètres de tout ça pour avoir une vision globale. Par exemple, si je regarde un schéma très simpliste pour un aliment, imaginons que je cherche à fournir un plat, une viande cuite, ben, il va bien falloir décrire tout ce qu'il a fallu mettre en œuvre pour arriver à fournir ça lors d'un repas. Ça sous-entend des étapes de transformation et de préparation, avec à ces étapes-là des émissions de CO2 liées par exemple à l'utilisation d'énergie pour le chauffage, des composés organiques volatiles qui peuvent se dégager à la cuisson, etc., etc. En amont, on va avoir les étapes de transport, avec là encore des émissions de particules, de CO2, etc. Transporter les aliments, les ingrédients. En amont, il a bien fallu produire ces aliments avec des étapes de production, avec là encore des enjeux environnementaux, d'émissions de certaines substances. Et puis, au niveau de ces productions animales, il a fallu en amont avoir des productions végétales pour nourrir ces animaux. Et là encore, des enjeux environnementaux. Et puis, on peut remonter un peu plus loin avec les enjeux de production des intrants au niveau de l'agriculture, etc., etc. Donc, en fait, on va décrire tous ces systèmes en cherchant à prendre la totalité à travers des flux qu'on appelle techniques ou économiques, qui permettent de relier les étapes entre elles, des flux qu'on appelle élémentaires ou environnementaux, qui sont les émissions de polluants, les consommations de ressources. Et de tous ces flux, on va pouvoir ensuite faire des bilans pour quantifier les enjeux. Bien évidemment, pour faire ceci, il faut des outils. Il y a des bases de données pour ne pas tout faire, et Agribalise en est un très bon exemple. On va y revenir dans cette journée. Et puis, il faut des logiciels pour manipuler tous ces systèmes de grande dimension. Pour pouvoir tout ça mettre en œuvre, il faut des logiciels dédiés qui existent. Et derrière, bien évidemment, mais c'est du temps et de l'argent. Hein. C'est pas quelque chose qui se fait forcément en une seconde, mais avec des données génériques et des outils et des valeurs génériques, on peut grandement faire baisser les coûts. À l'inverse, on peut aller sur du beaucoup plus spécifique en affinant les détails et les données. Je vous ai parlé de l'inventaire et l'autre dimension, c'est au niveau de l'analyse d'impact, les enjeux environnementaux. Donc là, on va chercher à représenter les relations causales, les relations de cause-conséquence entre les émissions de polluants ou de consommation de ressources et les atteintes à l'environnement. Là, en fait, on se sert de l'état des connaissances, des différents domaines scientifiques qui sont mis en œuvre, et il y a un travail qui est fait en amont pour modéliser ces relations de cause-conséquence et de fournir des méthodes clés en main aux praticiens pour qu'ils puissent calculer les impacts sur l'environnement. Un petit point là-dessus, c'est on parle bien de plusieurs enjeux environnementaux. Hein. Juste pour souligner cet intérêt du multicritère, je reviens sur un point qui, enfin, c'est assez évident, mais on parle beaucoup par exemple du climat, mais si vous reprenez le bonus-malus sur les véhicules d'il y a quelques années, les premières versions se focalisaient uniquement sur les gaz à effet de serre. Les résultats, ben, on se retrouvait potentiellement avec des bonus pour des véhicules qui avaient d'autres enjeux plus marqués. Hein. Il ne faut pas oublier qu'une voiture tue 8 fois plus avec son pot d'échappement qu'avec un point de vue particule, 8 fois plus avec son pot d'échappement qu'avec son pare-choc. Donc l'enjeu, c'est bien d'éviter des transferts de pollution entre les impacts. Et donc,
Si je reprends cet inventaire que je vous ai décrit à gauche, avec les méthodes d'impact, on va pouvoir calculer un ensemble d'enjeux environnementaux. Vous avez ici toute une liste de la méthode ici, RICIP, que l'on retrouve par exemple aussi dans la méthode EF, avec des enjeux de toxicité, de particules, de réchauffement climatique, de land use, d'utilisation d'eau, etc., etc. On peut regarder tous ces impacts un à un pour une analyse plus poussée, et puis on peut les agréger de différentes façons. On peut les agréger à travers des grands enjeux, des grandes aires de protection. Parfois on met le climat de côté, mais ça va être aussi les enjeux pour l'homme, les enjeux pour l'écosystème, les enjeux pour les ressources. Et puis on peut aussi, pour simplifier le message, agréger ces valeurs dans un score unique qui est évoqué au niveau de l'affichage. Et arriver à ces calculs permet de visualiser les résultats. Vous avez ici un exemple de comparaison des enjeux sur la santé humaine, les écosystèmes et les ressources d'un menu de cantine, avec différentes entrées, différents plats de résistance, accompagnement et différents desserts. Et là, on apporte une information pour quantifier les différents plans entre eux et orienter le consommateur dans ses choix, s'il souhaite, oui ou non, regarder les impacts de son alimentation, de ce qu'il a souhaité consommer, et de voir s'il a moins d'impact que le plateau de son collègue avec qui il mange. Voilà le genre de type de résultat qu'on peut obtenir de façon générale grâce à la CV, quantifié pour comparer. Pour, euh, pour mettre un peu en perspective, je voudrais revenir sur certains points qu'il faut bien garder en tête. Qu'on parle beaucoup de différentes méthodes pour évaluer l'impact de l'environnement. La CV, c'est la méthode pour avoir une vision globale. En fait, on peut schématiquement définir deux grands types de façons de se poser les problèmes, les approches cycle versus les approches cycle de vie. Et en fait, on va avoir deux enjeux, deux questions qui sont posées. On peut avoir un impact mesuré, c'est-à-dire s'attacher à un endroit donné à caractériser, mesurer les enjeux environnementaux. Donc là, on est très lié à un contexte donné et on permet d'avoir une évaluation précise à un endroit de l'enjeu environnemental. Par contre, on se borne à un endroit, à un périmètre site. À l'inverse, si on veut avoir une vision plus globale, il faut prendre toutes les étapes et on va partir sur un impact potentiel, modélisé, qui va prendre en compte toutes les étapes qui sont mises en jeu. Donc là, on a vraiment deux approches qui ne sont pas faites pour apporter la même information, qui sont d'une certaine façon complémentaires. Notre point d'attention, bien évidemment, c'est les hypothèses. Euh, En fonction du système que vous décrivez et des impacts que vous allez regarder, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes choses. Ça, c'est propre à toute approche de modélisation. Selon les hypothèses du modèle, vous allez avoir un résultat différent. L'avantage de la CV, c'est qu'il faut être transparent. Il y a une obligation de présenter ces hypothèses et donc d'expliquer, de donner tous les éléments de compréhension. À l'inverse de certaines approches qui ne sont pas forcément transparentes et qui ne donnent pas les clés de lecture pour tout comprendre. Et donc, bien évidemment, si vous prenez des hypothèses différentes, vous allez obtenir des résultats différents, comme tout travail de modélisation. Ce qui est important, c'est d'avoir des hypothèses cohérentes dans les comparaisons. On ne peut pas avoir des hypothèses différentes selon différents éléments à comparer. Sur ce point-là, je souhaitais revenir rapidement sur un point qui est souvent débattu, c'est au niveau des coproduits et des impacts. Quand vous avez une activité qui fait un produit principal et des coproduits, eh ben, peut se répartir, se poser la question de comment répartir entre le produit et le coproduit, les impacts associés à la production. En fait, il y a deux grandes façons de gérer, une troisième, mais les deux grands types, c'est soit la substitution, je dis que je fais mon produit et un coproduit, et le coproduit va éviter l'impact d'un produit de référence, donc je vais soustraire les impacts que ce coproduit évite, c'est ce qu'on appelle une substitution. Et puis l'approche qui est communément utilisée, qu'on retrouve assez souvent, c'est ce qu'on appelle une allocation. En fait, mes impacts de production, je vais les répartir entre le produit et le coproduit. Je vais avoir une répartition selon une règle qu'il faut définir. Généralement, on parle souvent d'une allocation économique en fonction des prix de vente, enfin des marges dégagées selon le produit et le coproduit. Juste pour illustrer l'importance de ce choix, typiquement, je prends l'exemple d'un esturgeon. L'esturgeon va nous fournir un produit et un coproduit, un produit du caviar et un coproduit, des filets d'esturgeon. Et l'impact de l'élevage, vous pouvez le répartir de différentes façons entre le caviar et les filets d'esturgeon. Vous pouvez faire une allocation massique. Dans ces cas-là, vous allez avoir un impact significatif qui va partir sur les filets d'esturgeon. Mais on se doute bien que que l'élevage d'esturgeon, sa principale fonction, c'est pas la production de filets, c'est beaucoup plus la production de caviar. Et donc, une allocation économique peut avoir son sens dans ce cas-là. Donc, juste pour conclure ces grands éléments un peu génériques, l'analyse cycle de vie, c'est une approche globale. Elle est pluridisciplinaire. Elle fait appel à
différentes compétences pour balayer les différents impacts. Elle est systémique, elle prend le système dans son ensemble, elle est structurée. Elle est multisectorielle internationale, ce qui permet les comparaisons et de tendre vers l'exhaustivité. C'est une approche transparente, elle explique comment elle marche, elle est quantifiée, ça c'est important, on n'est pas sur des approches qualitatives, on est sur des approches quantitatives, elle est justifiée, il faut justifier ce qui est fait, et elle est structurée pour permettre la réutilisation des résultats et la comparaison. Enfin, c'est une approche opérationnelle. C'est une approche qui est non seulement basée sur des travaux scientifiques, construits par une communauté scientifique, mais aussi mise en œuvre par des acteurs économiques pour pouvoir réaliser des ACV. Et j'en ai fini.